Aya Christoflo pour Zone d'expression populaire, c'est-à-dire ZEP, tous les lundis en direct dès 7h du mat. Cette émission va se colorer de jaune. On porte, pour beaucoup d'entre nous autour de cette table, on porte ce gilet jaune depuis bientôt 1 an. Bon, aujourd'hui, on va en parler. On va en parler avec Alcide. Bonjour à toi. Ah, ça serait bien qu'on t'entende. Ah, on m'entend pas. T'as vu déjà hein? D'accord, un petit problème Discrimination. Technique. On m'entend D'accord, merci. Alcide, ouais. Militant de la première heure. C'est ça, oui. Inventeur. Oui. Aussi. Poète. Aussi. Écrivain. Aussi. Des contes pour enfants, de la poésie. Mais je n'ai pas le talent de Marcel. Alors, on parlait de Marcel. Alors, ce qui nous intéresse ce matin, c'est ton côté militant. Oui, d'accord. Voilà. C'était Marcel, je crois que c'est il y a 1 an. Marcel Guay, donc Marcel Guay qui est journaliste indépendant d'investigation, il y a 1 an, on parlait des Gilets jaunes, souviens-toi. 17 novembre. T'as vu ça? Ben oui, quelle mémoire. Le départ, absolument. c'est 17 novembre 2018. Voilà. Donc, un peu plus d'1 an après, que sont devenus les Gilets jaunes. Alors, effectivement, on les voit dans la rue et ça ne fait qu'argumenter qu'ils sont bien là, qu'ils ne s'essoufflent pas. Moi, ce qui m'intéresse, il y a beaucoup de monde autour de cette table et tout le monde a quelque chose à dire. Moi, si j'ai une question, et tu me répondras tout à l'heure parce qu'on va écouter des sons intéressants. Que sont devenus les Gilets jaunes? Les Gilets jaunes, on les voit dans la rue, une fois qu'ils retournent chez eux, qu'est-ce qui se passe? Leurs doléances sont-elles les mêmes? Qui les représentent? Le noyau dur, région, nationale, enfin, tu vas me donner tout ça. Je ne sais pas la position de Marcel. À nos côtés également, Mathieu et Roman, 2 services civiques. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Pierre, en stage. Florent, enchanté. J'ai marqué pourquoi je t'appelle Pierre. Florent, excuse-moi, en stage. Pas de souci. Voilà. C'est pas ton deuxième prénom? Non. Florent en stage. Alors tous les 3, micro, magnéto en poche, vous êtes allés au-devant des manifestations, des manifestants. Donc ces sons-là sont regroupés sur plusieurs manifestations, c'est ça? Exactement. C'est ça, on est allé à plusieurs manifestations depuis le 5 décembre du coup. Et on a pu recueillir différents témoignages qu'on a un peu condensés dans un montage final. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ces manifestations? C'est la parole de personnes, bien sûr. Oui, déjà il y a ça, exactement. Mais aussi, il y a déjà aussi le fait d'être en service civique dans une radio. Du coup, on a envie d'un peu d'aller sur le terrain en tant que reporter. Et aussi le fait, oui, de un peu mieux comprendre. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses dans les médias, tout ça. Et du coup, de voir de nos propres yeux... qu'est-ce qui se passe en réalité, et comprendre pourquoi toute cette personne on lit beaucoup de choses aussi. C'est ça aussi, oui. Alors, vous le faites pour qui? Pour RCN. Pour RCN. Très bien. Après, vous pourrez peut-être travailler pour Marcel. Il faut tout de suite. Il se dit, tiens, les petits nous, ça serait bien. Roman, même combat, je pense. Oui, même combat, oui. Et c'est vrai que c'était super intéressant de voir les revendications des manifestants, de voir que c'est un mouvement social depuis le 5 décembre qui a rassemblé aussi beaucoup de personnes qui n'avaient jamais fait de manifestation et dont c'était la première manifestation. Donc, c'était intéressant de voir comment ils le ressentaient, quels étaient leurs quotidiens, comment ces manifestations avaient changé leur quotidien. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant et instructif de faire ces micro-trottoirs. Alors, vous avez quel âge? 20 ans? 20 ans, moi. 21 ans. 20 ans, 21 ans, donc... Quel âge, ça? C'est bel âge, oui. C'est des bel âge pour en découdre, pour courir vite, surtout quand on est en manif. Ça sert bien. Donc, bien entendu, alors avant les Gilets jaunes, il y a eu avant les Gilets jaunes, il y a eu les sans-culottes, il y a eu les 68, et depuis ça, il y a vraiment les Gilets jaunes. Quoi. Personne n'y croit. Ils disent, ça va, ils défilent, et puis c'est une question de pompe à essence, donc ça s'essoufflera. Non, ça s'essouffle pas. Ils sont toujours là, ils battent le pavé, et samedi, ils étaient encore 600 sur le macadam de Nancy. Donc, tout va bien. En plus, ça s'est très bien passé et ça, c'est encore mieux. Donc, on va écouter ce que vous avez enregistré, ce que vous avez compilé pour RCN. Donc, on les écoute.
Aujourd'hui, nous sommes encore massivement mobilisés. Le retrait pur et simple de la réforme. RCN est présente aux manifestations contre la réforme des retraites. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Cheminots, étudiants, pompiers, médecins, RCN vous donne la parole. Depuis le 5 décembre, de nombreuses manifestations ont lieu aux quatre coins de la France contre la réforme des retraites. Ces manifestations, rentrant dans le cadre de la grève générale, réunissent depuis maintenant près de 2 mois nombreux corps de métier et syndicats. RCN a donc voulu découvrir la motivation et les enjeux de ces manifestations en récoltant des paroles. La CGT, organisatrice de la manifestation, nous a expliqué les raisons de la mobilisation. Vous êtes là aujourd'hui ? Comme tout le monde, pour manifester contre la réforme des retraites et contre l'ensemble de la politique du gouvernement d'ailleurs, et pour faire en sorte qu'on ait un rapport de force suffisant pour imposer d'autres choix, un autre modèle de société. Vous pourriez décrire ce qui est en train de se passer actuellement, qu'est-ce qui va se passer par la suite selon votre avis ? C'est un peu compliqué à savoir. Alors il y a certainement des grèves qui vont continuer chez les cheminots. L'éducation nationale, ça va devenir compliqué étant donné qu'il y a les vacances qui approchent. Il y a à la RATP, même si ça ne nous concerne pas à Nancy, et des secteurs qui vont être encore en lutte et en grève. Il y a certainement une journée d'action qui va être annoncée pour jeudi. Il y aura d'autres actions qui auront lieu localement. Donc il y a plein de choses encore en préparation. L'important, c'est de justement passer la période des fêtes tout en continuant à mettre la pression pour pouvoir repartir vraiment plus fort encore en janvier. Avec le même effectif et... voire plus important en janvier. Et justement, vous pensez que c'est possible que vous arriverez à arriver à vos fins ? Je vais vous citer Bertolt Brecht, celui qui combat ne sait pas s'il va gagner, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Donc j'en sais rien, mais on n'a pas le choix. Donc on va se battre, on va continuer. La députée France Insoumise, Caroline Fiat, était présente à l'une de ces manifestations. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Eh bien, comme depuis le 5 décembre, contre le projet de loi des retraites à points. Tout simplement parce que je suis contre cette retraite à points. Je suis contre toute l'idée qui est faite sur le fait que la France n'aurait pas les moyens de continuer à payer les retraites. Il y a des choses qui ne vont pas avec les retraites de la manière dont c'est fait actuellement, mais pas pour faire que ce soit encore pire que maintenant. Donc, je suis là pour sauver mon éventuelle future retraite, la future retraite de mes enfants, les futures retraites de tout le monde. Donc c'est un bien quand même super précieux, ces retraites. On travaille, on cotise pour avoir ces retraites. C'est pas quelqu'un comme ça qui décide du jour au lendemain qu'on a été gentil puis qu'on mérite un bonbon. On cotise pour les avoir, donc c'est un droit et faut qu'on se batte pour garder ce droit. Et c'est vrai que vous êtes aide-soignant, vous avez fait beaucoup d'interventions à l'Assemblée nationale par rapport aux retraites des aides-soignantes, à la pénibilité ou non du travail. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu ? Comment ça va impacter le milieu médical, cette réforme des retraites, et pourquoi elle va être impactée ? Alors là, actuellement, dans le public, on peut partir à 57 ans quand on est aide-soignante. On est en grève depuis 10 mois pour dire que notre métier est de plus en plus pénible, qu'il est de plus en plus difficile. Et pour nous remercier d'avoir un métier de plus en plus difficile, on nous dit que maintenant, il va falloir partir à 64 ans. Donc, on marche sur la tête. Enfin, toute personne avec un minimum de conscience devrait se dire leur métier est de plus en plus pénible. On devrait les remercier de faire ce métier de plus en plus difficile. Vu qu'on leur donne pas des moyens de pouvoir travailler dignement et de traiter dignement leurs patients, au moins laissez-les partir en retraite à l'âge de 57 ans. Mais non, il faudrait partir à 64 ans parce que pour eux, ce serait l'égalité universelle. Et ce qui est très drôle, c'est qu'ils n'arrêtent pas de nous dire que cette retraite à points, ce serait une grande victoire pour les femmes. Je rappelle que 80% des soignants en France, nous sommes des femmes. Donc nous serons 80% des soignantes à être déjà victimes de ce grand projet où les femmes seront grandes vainqueurs. Donc voilà, on se moque du monde. En marge de la manifestation, les passants s'interrogent. Ils ont parfois un avis bien tranché sur la question. On est parti enquêter de leur côté pour en savoir un peu plus sur leur ressenti. Là, il y a plusieurs raisons. Les retraites, les étudiants, ils protestent aussi pour le... Attends, j'ai essayé de le dire, précarité, voilà. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs raisons et aussi contre le gouvernement, mais principalement les retraites, non. Pour la réforme des retraites, le système universel, le principe, je pense que c'est que tout le monde ait une retraite équivalente, qu'il n'y ait pas de différence entre certains groupes de travailleurs. Quand il n'y a pas de train les week-ends pour aller rentrer voir la famille ou aller quelque part, c'est très embêtant. Mais sinon, le reste, non, ça ne me pose pas de problème. J'ai de la chance.
Moi, ça m'affecte assez peu parce que je ne travaille pas sur Nancy, donc je suis obligé de prendre ma voiture pour aller travailler. Est-ce que justement sur les routes, il y a plus de voitures, plus de trafic que d'habitude quand justement il y a des jours de manifestation ou de grève? Je pourrais pas trop répondre non plus parce que j'ai des horaires atypiques, donc je me lève à 5h et je pars à 5h30. Donc... Alors je les soutiens pas forcément, je les subis de temps en temps, notamment avec la grève de la SNCF, mais après je sais pas trop quoi en penser puisque le fait d'un système universel, je trouve ça quand même plutôt pas mal en termes d'égalité. Après c'est vrai qu'il y a sans doute des points à revoir, mais je sais pas trop. Je prends que le tram et le tram est très peu... Enfin, genre là, je sais pas si je l'aurai, mais au pire, je rentre à pied, enfin, ça me dérange pas. Du coup, ça, mon quotidien, non. Ça m'évite juste d'avoir cours de temps en temps, quoi. Ce qui nous concerne, non, on est autonome. Quand on est à pied, c'est là. On va à pied, on a une voiture, mais... à pied, il nous laisse passer. À pied, il nous laisse tranquille. Je me dis, je suis quand même loin de la retraite, il y aura sûrement d'autres réformes d'ici là, du coup c'est un peu compliqué, mais en plus il y a quelques avantages quand on est jeune, c'est tous les boulots qu'on fait pendant l'été, les boulots étudiants, etc., ils auront une plus grande importance pour notre retraite, du coup peut-être que c'est avantageux finalement, je sais pas, on verra d'ici là. Hein. C'est assez compliqué à le mettre à comprendre. Est-ce qu'on peut faire confiance? On va faire confiance au gouvernement. Philippe Trucmuche, le Premier ministre. Qu'est-ce qui se passera dans les changements de gouvernement dans les années 2022, etc. Il n'y a aucune garantie que ce qui aurait été voté et accepté aujourd'hui soit maintenu avec un changement de gouvernement, avec des gens qui auront tout à fait d'autres idées que les idées qu'on a, enfin que nos gouvernants ont aujourd'hui. À la soutenir. Moi, je la soutiens pas. Hein. On la soutient pas. Bah, elle est super Macron. Alors, non. Mais enfin, t'as le droit, hein. Mais il faut bien faire régner l'ordre. Ah, ça. Hein? Lorsque dans un pays, il faut encourager la police. Dans un pays, la police se fait taper dessus. Des fois, on essaie toujours de leur mettre des bâtons dans les roues. Je soutiens pas les exactions, les exagérations vis-à-vis de nos polices, quelles qu'elles soient. C'est comme ça qu'il y a des débordements, c'est comme ça qu'il y a des yeux crevés, c'est comme ça qu'il y a ci, c'est comme ça qu'il y a ça. Récemment, 3 étudiantes ont été placées en garde à vue après une manifestation nancéenne. Les manifestants ont dénoncé des méthodes d'interpellation musclées et violentes, qui vont dans la continuité de l'augmentation de la violence en manifestation. Nous sommes donc partis interroger un street medic, donc un personnel médical présent à chaque manifestation pour soigner les potentielles blessures. Depuis le mouvement des Gilets jaunes, on a pu voir une augmentation des violences policières. Vous êtes de plus en plus amenés à soigner des grosses blessures. Comment le vivez-vous? On le vit pas très bien parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a une escalade de la violence depuis le mouvement des Gilets jaunes. En l'occurrence, sur Nancy et les environs, c'est plutôt plus de la bobologie qu'autre chose. C'est pas des grosses blessures. Après, sur les autres grosses régions, tout ce qui est Paris, tout ça, ouais, là c'est plus important. Mais c'est vrai qu'on a quand même remarqué une grosse escalade de la violence quand même, par rapport au début, ouais. Selon vous, à quoi est due l'augmentation de la violence? Je pourrais pas vous dire, je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Et est-ce que vous subissez vous aussi cette violence de la part des manifestations ou des policiers? Alors des manifestants, c'est déjà arrivé en l'occurrence pour ma part une fois, parce que j'avais eu la malchance de discuter avec un monsieur de la police, donc on m'avait invité de collabo, enfin bref. Mais en l'occurrence, non, sur Nancy, nous les médics, on est plutôt relativement tranquilles avec les forces de l'ordre. Au contraire, ils nous font pas chier, hein, ils sont plutôt cool avec nous. Après, c'est toujours pareil, hein, sur la région parisienne, tout ça, c'est autre chose. Hein, mais sur la région de la Lorraine, tout ça, on est plutôt tranquille. La police, quant à elle, argumente en faveur d'une diminution de la violence en manifestation. Nous l'avons interrogée. Est-ce que les grèves, vous les soutenez ou vous les subissez? Alors, les grèves, on les encadre, on fait notre travail. On est là pour la sécurité des gens qui sont donc dans la rue pour revendiquer. C'est un droit qu'ils ont et ils ont le droit d'être protégés. C'est le rôle de la police et c'est pour ça qu'on est là. On reste totalement objectif sur les circonstances qui occasionnent ces mouvements-là. Enfin, constatez-vous une augmentation de la violence dans les manifestations à Nancy? Non, vraiment que sur Nancy. Et sur Nancy, ça a été violent, on va dire, au niveau comportemental et verbal. Dans les premières manifestations, qui étaient des manifestations interdites, parce que non déclarées, il y a eu quelques mouvements d'humeur, on va dire que ça s'estompe avec le temps, et puis qu'il y a une harmonie qui se provoque entre les manifestants et les policiers, qui est plutôt positive actuellement. Du coup, vous pensez que maintenant, vu que le mouvement devient de plus en plus long, entre guillemets, il y a plus une bonne relation qui s'installe entre les... Enfin... C'est-à-dire que c'est pas le même combat. Nous, c'est pas le même travail. Donc nous c'est notre travail que d'assurer la sécurité. Hein. Et donc,
aussi longtemps qu'il y aura des manifestations, nous ferons notre travail dans les conditions requises pour le faire. On conserve un rôle totalement objectif dans notre comportement professionnel. Depuis le 5 décembre, la force des manifestations ne faiblit pas, mais on peut tout de même constater une baisse globale du nombre de manifestants mobilisés. Il peut en effet être compliqué de tenir une grève sur la durée. D'autres dates seront néanmoins prévues dans les semaines à venir. Ben voilà, bon... belle couleur, belle peinture, quoi. On peut interroger tout le monde, même les policiers. J'ai aimé harmonie. Il y a de l'harmonie. Il faut savoir qu'on a interrogé le policier avant qu'il y ait eu les gardes à vue des 3 étudiantes. Je ne sais pas si son discours serait toujours le même aujourd'hui. Si ça se passe bien. Marcel ? Oui, moi je vois que dans ce que l'on vient d'entendre et qui est très intéressant, il y a 2 choses. Il y a un enchevêtrement entre 2 mouvements qui, de mon point de vue, sont complètement distincts. Il y a d'une part le mouvement des Gilets jaunes, qui a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le 17 novembre 2018, qui s'est poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Samedi 9 février, le mouvement des Gilets jaunes était à son 65e samedi consécutif de protestation. Alors c'est un mouvement, on va en parler peut-être un peu tout à l'heure, parce que je ne sais pas quel est vraiment le thème de l'émission, si c'est les Gilets jaunes ou si ce sont les retraites. En tout cas, le mouvement contre le projet de réforme des retraites, lui a commencé effectivement le 5 décembre 2019. On vient de l'entendre. Ce sont 2 mouvements qui ne se sont pas agrégés. Et pourtant, ce sont 2 mouvements, je le dis pour les sociologues, pré-insurrectionnels, qui semblent évoluer de façon un petit peu, pas un petit peu, mais totalement indépendante l'un de l'autre. Le jour où ces 2 mouvements vont s'agréger, alors là, je crois qu'on va passer à un stade encore supérieur. On ne sera plus dans une période pré-insurrectionnelle, mais carrément dans une période insurrectionnelle. Le mouvement des Gilets jaunes, en 2 mots, c'est quoi ? C'est un certain nombre de personnes, de Français, qui se sont mobilisés de façon spontanée à partir du 17 novembre pour dénoncer un certain nombre d'injustices sociales, d'injustices criantes. Je rappelle qu'il y a 9 millions de pauvres, au sens de l'INSEE, dans ce pays. 9 millions de pauvres, c'est-à-dire de gens qui ne peuvent pas bouffer, quoi, tout simplement. Et un peu plus de 200 000, malheureusement, SDF. Alors, il y a après tout le reste, quoi. Ça, c'est les pauvres recensés par l'INSEE. On comprend évidemment que ces gens-là en aient ras-le-bol quand l'essence augmente. Quand je dis des pauvres, ce n'est pas les gens à la rue. Ce sont des travailleurs pour certains et même peut-être pour la plupart. Mais là, ils n'y arrivent plus, quoi. Les actifs qui dorment dans leur voiture, pour certains. Il y a tout ça. Il y a les étudiants précaires. Il y a tout ça qui est insupportable. Et c'est vrai qu'on a dit, si je reste dans le cadre de ce premier mouvement, le mouvement des Gilets jaunes, c'est vrai qu'on a dit, on l'entend ça dans le son qu'on vient d'écouter, il y a eu des violences policières qui sont évidentes. On ne va pas les nier. Je l'ai publié, moi, je crois, hier ou avant-hier. Il y a quand même 4 éborgnés, 5 mains arrachées, 152 personnes blessées à la tête et plusieurs milliers de personnes blessées à des degrés divers. Et des morts. 5000, je crois. Et puis alors les morts, mais de façon indirecte. Madame Redouane, sur son balcon au 4e étage, il fallait quand même que le policier ait une volonté assez déterminée pour la viser. Quoi, ça. Oui, ben voilà, il y a tout ça, donc ça fait partie des violences et des violences policières. En face, on dit oui, mais il y a... Mais moi, je crois quand même qu'il faut remettre l'église au milieu du village. La première des violences, celle qui va laisser des traces indélébiles sur une génération complète, c'est la misère. Ça, c'est la première des violences. Voilà. Comment peut-on parler et mettre à égalité des violences policières ? Mais non, la misère, c'est quelque chose d'insupportable. Qui a des conséquences en termes de santé, en termes de psychologie, en termes de tout, quoi. Voilà, ça, c'est le mouvement des Gilets jaunes. Ils nous avaient prévenus, ils ont dit on est là, on restera là. Ils interpellent Macron dans leur chanson, et ils préviennent on ne lâchera rien. Je suis obligé de constater que 1 an et demi après, là, ils sont toujours là, et ils n'ont rien lâché. Donc voilà, ça c'est le mouvement des Gilets jaunes. Et à côté de ça, pardon d'être un tout petit peu long, non, je t'en prie. À côté de ça, il y a, et je dis bien à côté, pas en même temps.
C'est pour ça qu'il ne faut pas confondre. Ce sont deux mouvements distincts. À côté de ça, il y a donc cette colère contre le projet de réforme des retraites, qui est en soi une ineptie. Pourquoi? Pas sur la philosophie, mais parce que le texte a été tellement mal préparé, tellement mal ficelé, que personne n'en veut. Et même le Conseil d'État, c'est pas rien le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative de ce pays, même le Conseil d'État a retoqué le texte en disant qu'il ne pouvait pas en garantir la sécurité juridique. De qui se moque-t-on? Oui, non, mais voilà, on est dans un pays. Alors, au bout du bout, il y a quoi? Eh bien, il y a une France complètement disloquée, complètement éclatée. Quelque chose qu'on n'a jamais vu depuis le début de la Ve République, enfin en tout, même depuis 1945. On n'a jamais vu ça, cette France exploser comme ça, où les riches sont de plus en plus riches, où les pauvres sont de plus en plus pauvres, où les valeurs qui nous unissaient, qui unissaient les Français, eh bien, elles ont volé un éclat aussi. Voilà, et moi je trouve que c'est lamentable, et je crois que si on fait un débat, je crois qu'il faut bien distinguer les deux. On voit aujourd'hui les avocats, par exemple, il y a 70 000 avocats dans ce pays, les avocats sont en grève. En compagnie des Gilets jaunes. Voilà, ça n'a rien à voir avec les Gilets jaunes. Non, mais en manif, ils sont ensemble. Pas toujours, non, pas toujours. Ils ne font pas le même jour. Ils ne font pas le même jour. Ah si, je les ai vus. Je t'assure. Bien sûr que de temps en temps... Ah bon? Ok, d'accord. Mais non, mais c'est pas une volonté quand même d'agréger. Sinon, voilà, ce serait bien. Voilà ce que j'ai à dire pour l'instant. Moi, si tu veux, je voulais mêler l'histoire des Gilets jaunes il y a un an. C'est pas une victoire, hein, mais c'est une cohabitation de colère, Gilets jaunes et toutes ces personnes qui militent contre cette réforme des retraites. Moi, c'est une cohabitation de colère. Mais comme tu le dis si bien, parce que tu es journaliste et que tu publies, alors tu publies sur le net, toi. Là, je suis directeur de la publication du journal en ligne qui s'appelle infodujour.fr, Info du jour en un seul mot, INFO, DU, gna. Et avec une version en anglais qui est un site miroir qui s'appelle French Daily News. Mais tu penses que les doléances des Gilets jaunes, les doléances de ceux qui manifestent contre leur retraite, l'un dans l'autre, c'est les mêmes, quoi. Ah, et puis, mais non, je ne dis pas qu'il n'y a pas les mêmes personnes. Les mouvements sont différents. Les mouvements la philosophie sont est différente. Les dates auxquelles les choses ont démarré sont complètement différentes. C'est deux mouvements distincts. Évidemment, il y a des enchevêtrements, des liens entre les personnes. Ouais. Dernier point quand même que je voudrais, si tu me permets. Je t'en prie. Par rapport aux Gilets jaunes. Moi, j'essaye de faire un papier presque tous les samedis, mais j'ai un mal de chien. Pourquoi? Parce que le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement, je l'ai dit, spontané, est complètement déstructuré. Il n'est pas organisé. Voilà. Si bien que... C'était ma question. Ah bon, voilà, donc j'y réponds par anticipation. Si, vas-y. J'y réponds par anticipation. Oui. Moi, quand je veux faire un papier sur les Gilets jaunes, je suis obligé de m'informer à différentes sources, souvent les réseaux sociaux, mais je constate qu'il y a une incohérence totale. Par exemple, dimanche dernier, à Paris, il y avait une première manifestation qui partait du Conseil d'État jusqu'à l'Élysée, etc., qui était interdite par la préfecture de police de Paris. Et à côté de ça, une autre manifestation, des Gilets jaunes aussi, qui partait ailleurs, qui avait un autre circuit qui était autorisé par l'APP. Quelle est la bonne? Comment on fait? Voilà. Quel est le message aussi? Quel est le message? Il est complètement brouillé aujourd'hui, le message. On démarre sur la hausse du carburant qui est insupportable, puis ça pète dans tous les sens, et puis voilà, il n'y a plus de message cohérent, il n'y a plus d'unité cohérente. C'est pour ça que ce mouvement, il part dans tous les sens, on n'arrive pas à l'attraper. Moi, avec la meilleure volonté du monde, j'essaye d'avoir des interlocuteurs, j'en ai pas, c'est jamais les mêmes. Ils veulent pas. Mais alors justement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Et les réseaux sociaux, c'est pas du tout la presse. Hein. Les réseaux sociaux, c'est un flux d'informations. Je l'ai dit ici, puisque j'ai tenu une chronique pendant quelques temps, où on mélange les faits, les commentaires, où on mélange tout, où il y a des fake news, où il y a de tout. C'est un bordel sans nom, ces réseaux sociaux, pour aller chercher une info qui soit fiable. Oui, ça exige d'avoir un bon degré d'analyse pour ne pas se noyer dans cette masse d'informations. Enfin voilà, et donc c'est un bordel inouï. Et moi je regrette quand même que le message soit brouillé, même si
le fond de tarte, si je puis dire, c'est cette révolte contre les élites qui nous emmerdent, quoi. Là, ça commence à bien faire, quoi, avec Macron au pouvoir, qui depuis 2 ans et demi... Les mégalomanes. C'est pas tellement ça. Ils baignent dans l'ostentatoire, ils sont assez féodaux. On voit bien, pour rester poli, qu'il y a un décalage entre les élites et le peuple. Ah bah complet, oui. Les élites ne représentent plus le peuple. C'est ça que ça veut dire. Voilà, alors, pardon de ce coup de gueule, mais voilà, je ne supporte plus ces choses. C'est vrai que les Gilets jaunes, ni droite, ni gauche, ni extrême, mais ils représentent quand même tous ces gens-là. Hein, un peu comme sur RCN, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a peut-être 1 ou 2 extrêmes, mais pour moi c'est l'humain qui porte, et RCN est très reconnu pour ça. Donc les Gilets jaunes, ça, ne pas récupérer le mouvement, ça ils l'ont toujours dit, et comme tu l'as dit, ils veulent pas parler, ils veulent pas être médiatisés. Donc comment les journalistes peuvent le faire? Si, bien sûr que si. Ils veulent, mais bon, qui? Sinon, en dehors des médias, il n'y a aucun espoir. On leur laisse pas toujours la parole. Alors justement, on ne leur laisse pas souvent la parole. Bon, moi, j'ai l'occasion de l'apprendre. Parce qu'elle est désorganisée. C'est très désorganisé, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut savoir analyser et comprendre sans vertige l'étendue de cette profonde crise qui nous frappe et que nous subissons depuis fort longtemps. Il est clair que nous sommes plongés dans des temps obscurs. De toute évidence, les carences économiques font naître une fièvre qui mine la société et le choc du cataclysme social conjoncturel se fait ressentir. C'est sans doute la conséquence naturelle d'un régime corporatif égoïste. Donc l'embarras des pauvres et des faibles sur ces plans stupides nous offre malheureusement une scène où jouer les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes les littératures. Et ainsi, on tente de dresser des épouvantes. Nos dirigeants, quant à eux, pour certains, je ne veux pas faire d'amalgame, sont cravatés d'opprobre. Ce gouvernement a désormais perdu toute crédibilité en matière de probité. Il s'en faut pour preuve les innombrables mises en examen de tous ces hommes d'État qui suffirait à elle seule à remplir un palais de justice complet, dans sa totalité. C'est aussi visible qu'un phare dans la nuit. Ce gouvernement passe son temps à torpiller toute possibilité d'apaisement, en réprimant avec une férocité, je dirais, acharnée, toute entrave à leur voracité. Les Gilets jaunes ne sont quant à eux que l'antivirus d'une pathologie politique qui se nourrit d'un mépris d'une profondeur abyssale. C'est tout à fait consternant et inquiétant de remarquer que l'image de la police, qui doit avant tout rester un corps de métier respectable et honorable, soit ainsi salie, jetée en pâture par une poignée d'abominables, d'épouvantables, je dirais, fachos, calamiteux pour pas dire, et qui ne méritent qu'à être sortis du dispositif assez rapidement. Il est clair que l'on tente par tous les moyens d'étouffer et d'anéantir la grogne populaire, en n'hésitant pas parfois à utiliser des méthodes barbares et guerrières, dignes de l'œuvre de Spadassin. Nous marchons un peu dans l'ère du crime. C'est tout simplement honteux, totalement intolérable, inacceptable, impardonnable et révoltant. Seulement il se heurte à un puissant mouvement inébranlable et qui fédère, rappelons-le, en son sein toutes les corporations. Il n'y a pas que des riches dans la rue, j'ai des amis, il n'y a pas que des pauvres dans la rue, j'ai des amis assez aisés qui en ont marre de donner de l'argent à l'État quand on sait le gaspillage qu'ils en font. C'est très très mal redistribué. Donc voilà, ils en ont marre. J'ai des amis qui sont arrivés à revendre leur maison. Ils ne veulent plus payer de foncier. Un ami qui a payé plus de 22 000 euros de foncier cette année, enfin l'année dernière. Donc voilà où on en est. Il faut bien comprendre les choses. Ça ne concerne pas uniquement que les gens pauvres. Alors, inébranlable, ce mouvement par sa forme et par sa détermination. Quoi qu'il en soit, l'écho de la voix du peuple retentit et continuera tant bien que mal et autant que nécessaire à se faire entendre. Dans le triste panorama de ce pandémonium national, les Gilets jaunes auront au moins réussi, en brisant les clivages de la division, à redonner un peu d'humanité et de clarté au climat blafard qui plombe notre société. Moi, je peux remarquer que dans cette effervescence populaire, il y a une grande solidarité, des échanges constructifs. Donc, voilà, dans ce triste panorama,
je le répète, les Gilets jaunes ne sont que l'antivirus de cette pathologie politique. Nous sommes clairement tombés dans une impasse prosaïque et il est temps que notre nation retrouve de son chromatisme, temps d'anéantir cette regrettable comédie, et grand temps en effet que le malheur succombe. Donc j'en profite pour saluer du cœur l'ensemble de mes compatriotes, en leur demandant de ne pas sombrer dans la résignation, ce qui serait une erreur, et par contre de garder espoir pour un avenir plus souhaitable pour nos enfants, enfin nous, nos enfants et les petits-enfants. Gilets de haute visibilité, couleur jaune. Comme tu disais, Marcel, tout ça, ça a débuté sur le net. C'est quelqu'un, c'est un monsieur qui je sais plus, c'est un Vosgien qui dit tiens, les gilets jaunes, il faudrait manifester avec des gilets jaunes, ce serait rigolo. Et puis, comme c'est parti, la pompe à essence et les gilets jaunes, et voilà où on en est. Au départ, c'est un mouvement qui démarre dans un département de l'Ouest, je crois, et qui s'appelle la France en colère. Ah, ok. C'est ça la racine, du mouvement. D'accord. C'est 6 mois à peu près. Moi, j'étais destinataire de tous leurs documents, toutes leurs infos. La France en colère. Et il m'alimentait. Et puis, c'est à partir de là que s'est greffé ce mouvement des Gilets jaunes. D'accord. Mais avant, non, voilà. Il est devenu spontané, mais quand on dit ça, c'est pas tout à fait vrai, quoi. C'est pas tout à fait vrai en ce sens que il y a bien, je veux dire, la création ex nihilo n'existe pas, donc il faut bien au départ qu'il y ait quelque chose. Oui, la flamme, quoi. Voilà, et c'est donc cette protestation. Alors d'abord, ce sont des motards, et ensuite des gens qui se sont organisés autour de la France en colère. Et puis ça fait tache d'huile. Et puis là-dessus est venu le mouvement des Gilets jaunes. D'accord, ça c'est bien. Voilà la vraie histoire, celle que je ne connaissais pas. Celui qui ne combat pas déjà perdu, je trouve ça très très beau ça. Alors toi, Gilets jaunes à l'acide, première heure, on l'a dit, hein. Donc, novembre 2018, décembre 2018, ils étaient 80% de la population dans la rue, peut-être un peu moins, et tendance s'en fout. Les Gilets jaunes sont là. Plusieurs millions de personnes réparties sur tout le territoire. Comment ça se passe? C'est entre vous, c'est local, c'est régional, c'est national. Alors, comment vous vous rencontrez? De quoi vous discutez? On a des cellules locales. Ouais. Et souvent, on organise des assemblées intercommunautés, interrégionales aussi. Donc, il ne faut pas croire que le mouvement est éteint, pas du tout. D'ailleurs, Marcel a eu l'occasion de venir avec moi à la mairie de Pont-à-Mousson. On a rencontré Hervé avec Anne, qui est très engagée sur le mouvement. Donc, il y a des actions qui sont programmées pour lesquelles on vote, hein, évidemment, et des idées, des propositions qui sont faites. C'est toujours les mêmes doléances qu'au début? C'est toujours les mêmes. La principale, pour moi, ça reste le référendum d'initiative citoyenne. Il n'y a qu'à partir de là qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Mais il semblerait que ça n'arrange pas nos dirigeants. Ça, évidemment. Par contre, je reviens sur un sujet très important. Marcel a évoqué la répression. Moi, je dis que ça devient grave quand on intervient dans une fête de la musique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeunes n'ont plus le droit de s'amuser aujourd'hui en France. Je soulève le cas de Steve Canisso, parce que moi je n'oublie pas, ce gamin-là, il ne s'est pas jeté à l'eau pour se rafraîchir soudainement sur un coup de chaleur, hein. Non, pas du tout, hein. On l'y a poussé dans l'eau. Voilà. Donc qui prennent leurs responsabilités à l'IGPN, hein, et qu'on arrête de nous raconter des salades. J'ai peut-être tort, mais je pense qu'ils sont un peu calmés parce que l'ONU nous a quand même montré du doigt comme étant vraiment particulièrement violent. Oui. Donc là,
J'ai l'impression, M. Marcel, que bon, côté police, on fait tout pour qu'il n'y ait pas trop de violence. Oui, alors, ils ont dû recevoir des ont ordres. reçu des instructions de l'intérieur, évidemment, pour calmer un peu le jeu. On le voit nettement dans leur l'attitude qu'ils adoptent maintenant. Maintenant. Mais moi, je pense que le mal qui a été fait, le peuple ne l'oubliera pas. On ne peut pas l'oublier. Le problème du maintien de l'ordre, c'est vrai que c'est en soi un problème récurrent. C'est pas seulement le phénomène des gilets jaunes et tout. Moi, ce qui me choque dans l'histoire là, c'est que les enquêtes soient confiées à l'IGPN. C'est quoi l'IGPN? C'est un service spécialisé de policiers qui vont juger d'autres policiers. Ça me heurte un peu. Moi aussi. En ce sens que c'est comme si on disait que le syndicat du crime va juger les voleurs de poules. Ben voilà, oui, c'est un peu on est entre copains, on est en famille, quoi, en quelque sorte. Alors, je ne dis pas que les filles qui sont à l'IGPN sont des gens malhonnêtes, etc. Mais philosophiquement, il y a quelque chose d'incompatible. Il y a suffisamment de magistrats dans ce pays, suffisamment de fonctionnaires et hauts fonctionnaires détachés du corps de la police pour juger ces bavures, parce que on ne peut pas appeler ça autrement, pour juger ces hommes et ces femmes qui commettent des exactions à l'encontre de manifestants. Quand c'est avéré, etc. Si on confie ça à l'IGPN, on sait bien que d'une certaine façon, il y a en tout cas, aux yeux de l'extérieur, c'est pas sain. C'est pas sain. Pas sain du tout. Et puis, je te dirais, Marcel, qu'à l'IGPN, ils sont pas mal pharisiens quand même. Hein. Je comprends pas tout quand tu parles. Des hypocrites, simplement, des hypocrites. Ah bon? Pharisiens. Les pharisiens, c'est des hypocrites. Hein. D'accord. Voilà. Certainement. Mais là, il faudrait des policiers qui soient autour de la table, qui nous expliquent aussi. Oui, mais ça serait intéressant. On a fait un débat avec les policiers ici, il n'y a pas très longtemps. On l'a fait pas très longtemps. On ne peut pas les condamner, ces policiers. Non, mais alors en même temps, si on veut être... si on veut rétablir les deux plateaux de la balance, c'est vrai que les policiers, quand ils sont sur des manifestations, ils se ramassent des boules de pétanque dans la gueule. C'est ça. Donc, il faut bien comprendre qu'ils sont obligés de se défendre. Bien sûr. Ça tient au fait qu'au mouvement des Gilets jaunes, se sont greffés ce qu'on appelle les Black Blocs, c'est ça le problème. C'est-à-dire des gens qui sont là uniquement pour casser du fric. Voilà, c'est ça. Voilà, ils ne sont pas là pour casser des symboles, etc. Mais comme je l'ai dit, ça doit rester un métier honorable. Donc on en a besoin quand même de la police. Bien sûr. Ce qui dérange, sont ceux qui jettent l'opprobre sur la fonction, hein, tout simplement, les fachos. On va dire, parce qu'il y en a il y en a vraiment pour qui c'est un véritable plaisir. Non, mais je parle des forces de l'ordre, hein, de certains éléments défaillants qu'il faudrait, je le dis, hein, sortir du dispositif, tout simplement. Peut-être qu'ils sont sortis, justement. Peut-être. Non, pas encore. Mais peut-être non, aussi puis quand même, ce sont des hommes, quoi. Voilà. Ce sont des hommes, ce sont des femmes avec une fonction. On les connaît. Moi, j'ai travaillé 40 ans avec eux. Moi aussi, j'ai plein d'amis dans le corps de la police, très haut placés d'ailleurs, jusqu'au ministère. Mais voilà, on ne peut pas faire d'amalgame. La police, je pense que ça doit rester, je le répète, une fonction respectable et honorable. Ah, mais elle est, puis il y a des débordements, c'est inévitable. Celui qui ne combat pas a déjà perdu. Je reviens là-dessus parce que j'adore. Alors, ton combat à toi, Alcide. Alors, mon combat à moi, je pense que plutôt que de... Parce que tu en as beaucoup des combats. On va rester sur les gilets. Sur les gilets jaunes. Alors mon combat, c'est parfois de prendre ma plume, de rédiger quelques textes et de les faire circuler sur Internet, de prendre la parole comme on le fait en ce moment. D'ailleurs, je remercie RCN de nous laisser cette liberté. Hein, quand on sait que la liberté d'expression s'arrête parfois, la liberté d'expression s'arrête parfois là où commencent les vérités. Bon, ici, au moins, on a le bonheur de pouvoir dire ce qu'on veut. Donc mon combat, il porte plus sur la communication, hein, en fait. Oui. Parce que je serai moins utile sur les ronds-points. On voit ce que ça donne. D'ailleurs, on prend les PV. Il n'y en a plus. Il y en a quelques-uns, mais très peu. Ouais. Et puis on prend des amendes. Donc moi, ça m'intéresse. Dissuasif, bien sûr. Après, se faire gazer, je ne vois pas trop l'intérêt. Ça ne me plaît pas non plus. Donc je préfère agir autrement.
Voilà, et souvent, je me rends dans les réunions quand je peux, parce que j'ai un programme extrêmement chargé. Je dois gérer à la fois les urgences et les priorités, donc ce qui me laisse très peu de temps pour dormir. Parce que par ailleurs, je suis président de l'association Éco-Clop. Ce serait une autre émission, ça. Oui, ce sera une autre émission. Donc moi, pour ma part, en qualité de citoyen inventeur, et gilet jaune de la première. S'il te plaît, oui. Gilet jaune de la première heure. Absolument. Je préfère allumer une chandelle plutôt que de maudire l'obscurité qui plombe un peu notre société. Donc toi, c'est de l'écrit. Oui, de l'écrit. Oui. Tu t'es justement plus d'un an maintenant de manifestations des Gilets jaunes que tu côtoies, parce que tu l'as dit, vous regroupez quelquefois. Bien sûr, oui. Est-ce que ça t'a nourri? Beaucoup. Certainement dans tes oui, convictions. Beaucoup. Je dirais même que ça m'a apporté énormément sur le plan relationnel, avec des gens formidables que j'ai pu rencontrer, de tous les horizons. Et vraiment, pour moi, c'est très enrichissant, ce mouvement. Mais après, il y a parfois des petites... des petits accros entre gilets jaunes. Ah oui, il y en a, oui. On a pu le vivre, mais bon, ça relève d'une certaine bêtise, on va dire. J'ai entendu il y a quand même un noyau dur. Voilà, c'est ce noyau dur qui intéresse. Voilà, qui mène le combat et de manière tambour battant, je dirais. Quelles que soient leurs convictions politiques. Absolument, ça aussi, c'est intéressant. Donc c'est toujours un mouvement qui n'est pas récupéré. Non. Mais comme disait Marcel, c'est difficile d'avoir de l'information, de savoir ce qui se passe. Donc quand il n'y a pas de manifestation, ils se regroupent. Là, on parle de la Meurthe-et-Moselle. Nationalement, ça doit se faire aussi. Oui, les Gilets jaunes de Lorraine ont rencontré, il y a quelques mois, j'avais donné l'information à Marcel, en frontière allemande, nos amis allemands. Ok, donc ça bouge. Ça bouge beaucoup. Mais justement, alors, il ne faut peut-être pas dévoiler, mais hormis les manifs, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qu'ils vont le faire de plus? Pour les blocages, ils sont plus concentrés sur les acquis de Vinci, je dirais, sur les autoroutes. Okay. D'ailleurs, il y avait eu une manifestation très intéressante au péage de Guy, autorisée par la préfecture, étrangement, où la police a laissé ouvrir les barrières pour un passage gratuit, ce qui est très bien, très bien. C'est pas mal, ça. Donc là, on voit que la police, quand même, sait faire parfois des efforts. Bien sûr. Donc voilà. Et je trouve que c'est bien parce qu'on ne dérange personne. Et c'est gratuit, au contraire, on distribue un peu de bonheur aux automobilistes. Les citoyens râlent pas. Et les citoyens ne râlent pas. L'une des choses c'est autre chose que de bloquer une zone d'activité comme on l'a fait. C'était très chaud le 17 novembre, à Froid. Absolument. On avait 1000 personnes, plusieurs bataillons de CRS, donc la zone était bloquée. On s'en souvient bien. Gazée, mais alors on n'y voyait pas 2 mètres. Ça a duré toute la journée. Et je crois que M. Leclerc a dû se plaignait d'avoir perdu 1 million d'euros ce jour-là. Ah, on ne va pas le plaindre. Non, pas trop, mais enfin, ça c'est sûr que... Mais bon, c'était la guerre, la guérilla. C'était la guérilla. Maintenant, on défile. Mais moi, je suis contre la violence, donc je ne pense pas que c'est comme ça qu'on va avancer. Non, mais comment avancer? Est-ce qu'on avance? Moi, je pense qu'il faut profiter de cette période. C'est une démocratie directe. Profitons de la période électorale pour mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, ce que je m'applique à faire, en rappelant nos élus à leurs responsabilités. Oui. Sur pas mal de domaines. Moi, principalement, je traite de la malpropreté, de l'amélioration de l'attractivité de la ville de Nancy et du maintien et du respect de l'état de propreté de notre ville. Je suis en discussion avec Mathieu Klein, qui est le président du conseil départemental, candidat à la mairie de Nancy, en espérant qu'il passe, parce qu'il a vraiment un programme qui marque une volonté farouche pour l'amélioration de l'attractivité. Il a une campagne très verte. Lui. Très verte, oui. Ouais. Et puis, beaucoup de choses pour les jeunes, les gens dans la précarité. Donc moi, j'adhère. Après, on verra si M. Mathieu tient ses promesses. Je pense que oui, il a beaucoup de probité.
Donc, il y a un an, tu manifestes avec les autres et depuis, encore une fois, en un an, tu as mûri Moi, et tu as choisi des objectifs. Bien sûr, il a fallu prendre du recul et il faut savoir survoler un peu tout ça, sinon on finit par se noyer et ça ne va pas, quoi. Faut rester debout et concret. Hein. Le tout, c'est de faire avancer les choses. Mais pendant un an, on a tenu le siège à Froid devant chez Munch. Et Noël dernier et Nouvel An, on le passait encore sur notre base à Froid. Hein. On a des rapports avec les gendarmes de Froid qui sont charmants comme tout. Ça se passe très bien avec eux d'ailleurs. Hein. Comme il faisait un peu froid, on allumait un feu, bien évidemment, un feu contrôlé. Mais ils appelaient les pompiers à chaque fois pour nous venir les atteindre. Mais les pompiers, après, ils venaient plus parce qu'on a vu que c'était ridicule, quoi. On a eu des petites choses comme ça à régler avec la police, mais ça n'a pas été bien loin. Hein. Mais dans les doléances, il y a se faire entendre, que tout le monde se fasse entendre, un raisonnement radical dans lequel chaque voix doit se faire entendre de la même manière. Alors ça a été un peu récupéré par le gouvernement, demander aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient. C'était en février l'année dernière, le grand débat. Hein, le grand débat. Donc chacun y a mis de ça, et puis on n'entend plus parler de ça. Non, c'était un coup de com'. Oui, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ce que j'en pense. On nous demandait ce qu'on pensait de la situation, ce qu'on voulait. N'oublions pas ce que ça a coûté aux contribuables, ce grand débat. Le grand débat, c'était un rideau de fumée. Voilà. Qui a été organisé et piloté par le président de la République, qui a fait 14 grands débats dans toute la France et une centaine d'heures. Il a parlé pendant une centaine d'heures devant un public trié sur le volet, composé d'élus essentiellement. Je l'ai écrit, je crois, il y a quelques jours. Cette logorée insupportable, cette diarrhée verbale, tu vois, dont toutes les radios et toutes les télés nous ont abreuvés, a servi à quoi ? À quoi ? À rien. À rien. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Ça les a peut-être confortés. Il n'en reste rien. Alors quand même, pour aller au bout et pour rester dans l'actu, aujourd'hui, voilà, début février, nous sommes à un mois, en gros, des élections municipales. Le premier tour le 15, le deuxième tour le 22 mars 2020. Qu'est-ce qui se passe et quel est l'impact du mouvement des Gilets jaunes et, dans une moindre mesure, de la révolte contre la réforme des retraites? Qu'est-ce qui reste et quel est le lien entre les deux? Eh bien, moi, je crois que le parti macroniste, la République en marche, qui d'ailleurs a mis la France à l'arrêt, je l'ai écrit aussi plusieurs fois, pendant plusieurs jours et même plusieurs semaines, le lien entre les deux, c'est que je crois que tous les candidats qui vont se référer, se présenter comme étant favorables au parti ou qui auront l'investiture LREM sont absolument certains de prendre une bâche. Je crois qu'aujourd'hui, les députés qui se présentent comme à Metz, par exemple, avec l'IOG, qui est député République En Marche, donc macroniste, lui, il était donné gagnant il y a encore un an et demi. Aujourd'hui, il est à 10%. Quoi. 10%, il arrive en 4e position, et à mon avis, il fera encore moins. Même chose ailleurs. À tel point que certains candidats qui se réfèrent de cette étiquette refusent de mettre le logo LREM sur leur affiche. Ça en dit long quand même. Ouais, pour faire un peu d'ironie, je rebaptisais le nom en la République en recul, plutôt en supprimant le M, quoi, parce que là on n'est pas du tout en marche. Marche arrière. Donc les marches arrière, donc ces gilets jaunes, ils ont fait un boulot incroyable. Ils continuent. Voilà, je crois que... Je crois que l'essentiel, de mon point de vue, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ce mouvement de révolte, parce que c'est ça, et rien d'autre, ce mouvement de révolte a ouvert des consciences, a ouvert la conscience d'un certain nombre de Français, et même des élites, hein, parce que on voit bien qu'un type comme Darmanin, Gérald Darmanin, qui est pas forcément un gaucho, il conseille à Emmanuel Macron d'aller
rencontrer des gens qui boivent de la bière et mangent avec les doigts. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un vrai divorce entre les élites. Il va falloir faire des invitations comme à la Giscard, chez les gens. Mais il a raison, Marcel. Ce vrai divorce va s'exprimer, je crois, de façon prégnante dans les urnes, va s'exprimer dans les urnes le 15 et le 22 mars. Je suis désolé, je me permets d'intervenir. Justement, on parle depuis tout à l'heure que le mouvement le stagiaire des Gilets jaunes est disparate, donc qu'il y a des gens de gauche qui se battent pour des valeurs humanistes et écologiques. Mais au contraire, on a également, comme vous l'avez dit, des gens qui sont un peu plus aisés, un peu plus libertariens, qui se battent pour avoir encore moins de taxes. Donc c'est des valeurs qui sont un peu contradictoires. Et je ne pense pas que ce sera dans les urnes que cette crise se résoudra. Je ne sais pas qu'elle se résoudra, elle va s'exprimer. S'exprimer, mais j'y veillerai personnellement. Oui, forcément, c'est pas possible autrement. C'est pas sûr. On va le voir, le 22, ce sera réglé. Ouais. Non, puis il y a des gens comme Charles Gave qui s'expriment aussi sur le sujet, dans une vérité absolue. Il n'y a pas de langue de bois, quoi. Il y a quelques personnalités que je connais qui, eux aussi, militent. Monsieur Bigard, par exemple, très imprégné du mouvement des Gilets jaunes. Après, il y a ceux qui sont soumis au système... Non, mais il y a quand même, gilets jaunes ou pas gilets jaunes, il y a un rejet. Oui, de toute façon, un rejet de ce, ça date pas de 2 ans. De ce gouvernement depuis des années que c'est comme ça. Sur des certitudes, mais qui est à peu près le seul. On a des sondages. On a des sondages récents. 66% de la population française, il y a encore 3 jours, rejette à la fois Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Oui. Même si, et là aussi c'est un peu contradictoire, l'un et l'autre ont pris un demi-point en 3 jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 66%, ça dit quelque chose, quoi. Mais tu as raison quand tu disais que y a une prise de conscience collective, on peut dire. C'est ça. On sait que certains médias, enfin les grands médias, nous passent leur temps à faire de la propagande et à transformer des vérités. Par contre, il y a de nouveaux et innombrables soutiens de gens qui ont compris, je dirais, qu'il fallait éteindre sa télé et allumer son cerveau, un petit peu. Ça aussi. Puis ouvrir après, quelques livres. Je pourrais dire que pour donner une petite formule sur les Gilets jaunes sont très fâchés, fauchés, mais en aucun cas fachos. Il y en a quand même. Il y en a quelques-uns, j'en ai rencontrés, mais ceux-là, on les écarte. Voilà, il faut dire aussi quand même. Ceux-là, on les écarte. Il y en a très peu. Très peu, mais il y en a. Parce que, souviens-toi, je ne sais plus quand, il y a 15 jours, 3 semaines, moi je m'en fous, mais ça s'est entendu en radio, une dame, pour une fois que gilet jaune, voulait bien répondre à un journaliste qui a dit non, moi je ne suis plus gilet jaune, depuis il y a de l'extrême droite dans les gilets jaunes, moi j'y suis plus. C'est ridicule. Ouais. Mais bon, elle l'a dit, et ça sonne, et c'est... Voilà, mais les gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement social. Oui, c'est un mouvement social, absolument. Exactement. Qui ne veulent pas se laisser récupérer. Et puis là, par contre, ils ont bien réussi. Florent, tu as traîné tes guêtres du côté de l'université. C'est ça, Explique-nous. Oui. Alors, il y a quelques semaines, on a eu un grand mouvement étudiant qui a commencé, donc de novembre dernier, où un étudiant lyonnais a tenté de mettre fin à ses jours en s'immolant par le feu. Donc, on a eu une prise de conscience de la précarité qui touche les étudiants et étudiantes. Et avec cette réforme des retraites qui est profondément injuste et qui va tous nous toucher, donc les étudiants également, la fac de lettres de Nancy s'est retrouvée bloquée il y a quelques semaines. Et on est allé réaliser un petit reportage là-dessus, donc je vous propose de l'écouter. On l'écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de chroniques intitulée « Mieux comprendre les mouvements sociaux ». Nous observons autour de nous des appels à la mobilisation dans différents corps de métier, mais aussi chez les retraités et chez les étudiants. Or, leurs revendications sont diverses et diffèrent les unes des autres. Alors pour s'y retrouver, je vous propose de les décrypter avec eux. Mais pour cette première chronique, je trouve important de faire une introduction en vous proposant de revenir sur le contexte actuel des mouvements sociaux internationaux. Notre monde est-il en ébullition ? Depuis plusieurs mois, de nombreux conflits sociaux traversent les continents. Du Irak en Algérie, à la Fronde à Hong Kong, en passant par les Gilets jaunes en France, la planète connaît des révoltes populaires dont les points communs sont la dénonciation des inégalités, la demande de démocratie et le rejet des élites.
L'étincelle qui déclenche la colère peut sembler dérisoire, comme la hausse du prix des tickets de métro au Chili, la hausse sur la taxe sur les carburants en France ou encore la taxe sur les appels via les messageries comme WhatsApp au Liban. Mais elle est révélatrice d'un malaise plus profond. On est dans ce qu'on appelle la citation révolutionnaire, qui est du registre de la solidarité internationale où on fait référence aux autres pays en lutte. Apprendre à Beyrouth que le peuple se soulève au Chili, puis au Chili qu'il se lève en Équateur rend la contestation légitime et on se dit qu'elle est possible puisque d'autres la font. Chaque nouvelle insurrection suscite des marques de solidarité avec les autres insurrections. Haute similitude, quand on regarde les images de ces révoltes, les insurgés portent les mêmes vêtements et masques pour se protéger des forces de l'ordre et de la reconnaissance faciale. Ils lancent des objets, il y a souvent du feu. Si l'on ne connaît pas bien chaque révolte, si l'image est peu identifiable, on peut avoir du mal à faire la différence. D'autant plus que les médias choisissent le même type de photos iconiques pour symboliser les révoltes. Plusieurs symboles sont souvent repris à travers les contestations, tels que le masque des Anonymous et celui du Joker récemment. Les images circulent sur les réseaux sociaux, on voit un symbole qui marche à un endroit et on le reprend par mimétisme. Il est ensuite relayé dans les médias et se retrouve à plusieurs endroits du globe. Par ailleurs, Internet accélère aussi la diffusion de ces symboles. Il existe un internationalisme du numérique. Comme l'explique Mathilde Larère, historienne, cette accumulation de soulèvements simultanés n'est pas inédite, c'est même très classique. Sauf que cette fois, ils se produisent dans un temps très réduit, notamment grâce aux réseaux sociaux. De 1770 à 1790, par exemple, il y a eu la Révolution américaine, la Révolution batave aux Pays-Bas, la Révolution en Irlande, la Révolution haïtienne dans les Caraïbes. Même contexte en 1917, avec l'internationale communiste qui doit propager la révolution dans les autres pays. Sans oublier 1968 qui est un mouvement mondial. Il y a une véritable demande de démocratie dans ces révoltes. On assiste à Hong Kong, en France ou encore au Liban à l'expression de la souveraineté populaire qui est à la base de la démocratie. Les contestataires usent de moyens d'action qui ne sont pour l'instant pas considérés comme démocratiques puisqu'ils utilisent la violence. Mais le fond de leur demande est profondément démocratique. Ils veulent mettre fin aux politiques qu'on leur impose. Ils rejettent l'idée d'être gouvernés toujours par les mêmes familles ou par des personnes issues des mêmes classes sociales, que ce soit les mêmes qui monopolisent le pouvoir. Mais alors faut-il être optimiste quant aux résultats de ces révoltes ? Même si, après une révolte, on peut avoir des vagues contre-révolutionnaires, quand on regarde la décennie qui suit, il y a quand même des évolutions. Après les révoltes de 1848 en Europe, le système féodal et le sevrage ont définitivement été abandonnés. Il y a des points de non-retour. L'histoire montre qu'après coup, des compromis et des améliorations ont lieu. Les manifestants ont donc de bonnes raisons de garder espoir. Ben voilà, c'était pas la chronique attendue, mais celle-ci était pas mal quand même. C'est un bon résumé de introduction avec le contexte international actuel sur les mouvements sociaux. Alors là, on va aller en direction de déblocage. C'est bon, c'est la bonne chronique, on écoute. Allons-y. Bonjour, vous l'avez sans doute vu dans les médias, ou si vous êtes étudiant, vous en avez forcément entendu parler. Le mardi 21 janvier, des étudiants ont organisé un blocage au campus de lettres et de sciences humaines et sociales de Nancy. Pourquoi bloquaient-ils ? Que s'est-il passé ? Et comment les étudiants ont-ils réagi ? Nous étions sur place dès 5 h à la fac de lettres afin de vous éclaircir. Alors, il est actuellement 5 h du matin, nous sommes en direct de la fac de lettres. Des barricades viennent d'être dressées sur toutes les portes. Il y a des poubelles, il y a des barrières, il y a des cadenas sur les portes. Nous sommes en direct avec une bloqueuse. Du coup, pourquoi vous avez bloqué aujourd'hui ? Parce qu'on pense que c'est important de bloquer pour la rentrée étudiante. Donc, on vient d'arriver en cours cette semaine. Et on pense que c'est important pour appeler les étudiants à nous rejoindre en assemblée générale et surtout à les sensibiliser sur la réforme des retraites. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe en assemblée générale aujourd'hui ? Vous allez parler de quoi ? On va parler du blocage, on va revenir sur le fond de la réforme des retraites et sur tous les problèmes qu'on a, nous, en tant qu'étudiants, sur la précarité étudiante et les modalités d'action pour les futures actions de la fac. Et qui a choisi de bloquer la fac ? Alors aujourd'hui, on est plusieurs organisations, donc c'est l'UNEF qui a décidé de bloquer la fac, qui a été suivie du coup par Solidaire et d'autres personnes indépendantes militantes sur la fac de lettres. Vous étiez à peu près combien à bloquer la fac ? 50. D'accord. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens qui sont pas d'accord avec ce blocage-là et qui veulent aller en cours ? Nous, on leur répond que nous, si on fait ça, c'est pour pouvoir se mobiliser et que ce sera pas un blocage style une occupation, mais que ce sera un blocage perlé. Et nous, vraiment, notre objectif, c'est de sensibiliser les étudiants et les étudiantes. Ça veut dire quoi, un blocage perlé ? Ça veut dire qu'on bloquera pas en continu, mais on bloquera de temps en temps des jours comme ci, comme ça. Bonjour, t'étais là à quelle heure ce matin ? 4h50. C'est ton premier blocage ? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait bloquer la fac ? C'est quelque chose de bizarre. Enfin, déjà, on est sur la fac la nuit, ce qui est peu habituel. Et puis, oui, c'est assez bizarre. On bloque la fac, c'est symbolique. Donc, ça fait quelque chose. Mais je ne saurais pas dire quoi. D'accord. Et pourquoi tu bloques la fac, toi, personnellement ? Moi, personnellement, c'est pour... en fait, bloquer la fac, c'est un gros coup de com', on va dire. C'est voir ses convictions en action et puis c'est voir
enfin dans quelques heures, pas mal d'étudiants qui vont être là, qui vont se demander ce qui se passe et nous leur expliquer pourquoi on fait ça et ce qui nous tient à cœur finalement et nos propres convictions pour après engendrer la discussion si possible. Les étudiants arrivent à 8h. Leurs réactions lorsqu'ils constatent que leur fac est bloquée sont diverses. Ce blocage, vous le soutenez ou vous le subissez ? Non, moi je le soutiens, personnellement. On le soutient plutôt parce que c'est vrai que c'est assez normal, même si on rate des cours, c'est pas très grave vu l'importance que ça prend quand même. Et de voir la fac bloquée comme ça vous donne envie de vous mobiliser ? Oui, un peu, oui, c'est vrai que je m'y attendais pas en arrivant, en tous les cas, c'était une bonne surprise pour le coup, et donc oui, ça donne envie, je trouve. Pour ma part, je m'étais pas mal informée et tout, donc... au niveau des informations, j'étais assez impliquée, mais après, au niveau des actes, j'ai pas vraiment fait énormément de choses. Donc, c'est vrai que c'est cool, ça permet aussi de pouvoir faire avec la fac des choses qui montrent qu'on n'est pas d'accord avec ce qu'on nous propose. D'accord. Et vous serez là en assemblée générale à 10h30 ? Bah oui, vu que de toute façon les cours sont annulés, autant aller avec eux et manifester. Autant en profiter, oui, c'est vrai. Moi, je suis pas tellement au courant de ce qui se passe au niveau de la réforme et tout ça. Donc je suis pas trop en mesure de donner un avis. Pour moi, je suis peut-être pas... je veux dire, le blocage, pour moi, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Ça peut être une des solutions, mais après, d'un côté, ça pénalise ceux qui ont envie d'aller en cours, tu vois. Après, je comprends qu'on veuille faire passer un message et c'est pas forcément facile, tu vois. Mais après, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est vrai qu'on se sent pénalisé, tu vois. Bon, forcément, ça fait chier de se lever et puis de pas pouvoir aller en cours et tout. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis pas trop au courant de tout. Et tu vas venir en assemblée générale à 10h30 ou tu penses rentrer chez toi ? Je pense rentrer chez moi, honnêtement. D'accord. Ok. Et toi ? Ouais, moi aussi, franchement. Mais après, il faut bien aussi qu'on se manifeste, qu'on montre notre opinion. Donc bon, passer par les blocages, tout ça, je trouve ça bien, mais il faut pas non plus que ce soit super long, tu vois, genre une semaine et demie et tout. C'est difficile de se prononcer parce qu'on n'en a pas entendu vraiment parler avant, on ne s'est pas renseigné non plus. On sait que des membres de notre famille manifestent actuellement dans d'autres universités ou pour un tas de raisons valables, mais on n'était pas sensibilisés, donc non, je pense qu'on peut dire qu'on ne soutient pas, mais pour autant on n'est pas contre, quoi. Pour l'instant on essaie de voir comment ça va se dérouler et de manière égoïste on se demande si ça va beaucoup nous toucher ou pas, voir où est-ce que ça va nous mener, quoi. Okay. Et vous ? Moi j'avais entendu parler de la réforme et je connais des personnes de mon entourage qui font grève mais dans d'autres secteurs et je pense que c'est pas plus mal qu'il y ait un ralliement des étudiants, un mouvement plus général parce que sinon ça marchera pas, il n'y aura pas d'avancée particulière. Ok, et toi Ouais, le ralliement est important mais le problème c'est que peut-être un manque de communication, on aurait peut-être mieux s'organiser pour, ne serait-ce pour le blocus en lui-même. Du moins, et de ne pas prendre à partie les gens en disant vous faites le blocus puisqu'il est déjà lancé. Ça aurait été intéressant, mais dans le fond, l'idée est bonne. D'accord. Et est-ce que vous serez en assemblée générale à 10h30 ? Très bonne question. Il fait froid, donc c'est possible qu'on aille là-bas, ouais. Oui, probablement. Oui, je pense aussi. Je dirais pas que je le soutiens, mais de là à dire que je le subis, non. Je comprends ce que les étudiants essayent de faire. Je veux dire, à aucun moment je me plaindrai de ça, je respecte complètement. Je veux dire, ouais, je suis un petit peu, je suis un peu neutre, on va dire. Je saurais pas me situer vraiment par rapport au... D'accord. Et toi ? Perso, je soutiens plutôt, parce que bon, les cours, c'est rattrapable. Tandis que là, ce qui se passe, c'est quand même important. C'est maintenant qu'il faut agir et vu que le dialogue est plutôt bloqué, c'est à peu près le seul moyen que beaucoup d'étudiants ont pour se faire entendre. Ce blocage, tu le soutiens ou tu le subis ? Je le subis, franchement je le subis vraiment. Parce que moi je suis venu ici à 8h pour aller en cours, tout comme tous mes collègues de master qui sont autour de moi là ce matin. Et on a été choqués d'apprendre que c'était tout fermé, ils ont même mis des cadenas quoi, enfin, ils sont fous. Qu'est-ce que tu réponds aux étudiants qui disent que c'est pour le bien des étudiants qu'il faut se mobiliser collectivement ? Mais justement c'est ce que j'aurais dit que en fait on ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose dont il n'a pas envie. Donc concrètement, ce qu'ils font en bloquant les salles de classe, c'est qu'ils essayent de nous forcer à manifester. Sauf que nous, si on n'a pas envie de manifester, on ne manifeste pas tout simplement. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université, c'est ça ? Oui. Qu'est-ce que vous pensez du blocage ? Est-ce que vous le soutenez ou est-ce que vous le subissez ? Je soutiens le mouvement, donc je soutiens toutes les modalités d'action qui va permettre de faire reculer ce gouvernement. Donc je trouve que c'est important que les étudiants effectivement prennent part à ce mouvement-là. Oui. D'accord. Et les professeurs, ils sont mobilisés pour la réforme des retraites ? Alors,
les professeurs sont mobilisés. Alors, il y a des AG interpro, donc avant les professeurs, il y a effectivement tous les corps professionnels, les cheminots, les professeurs de l'éducation nationale, du secondaire, du primaire, le travail social, et les professeurs des universités. Alors ils sont mobilisés à double titre, mobilisés contre la réforme des retraites, avec ce nouveau système à points, et ils sont aussi mobilisés contre un projet de loi, la LPPR, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, qui va littéralement casser nos statuts d'enseignants-chercheurs. Puis, vers 8h30, un message de la direction de l'université est diffusé par les haut-parleurs de la fac. Vous aurez un message qui vous indiquera à quel moment il rouvrira, et ce sera dès lors que les conditions de sécurité auront été rétablies. Donc là, l'université vient de vous faire une annonce. Est-ce que vous pouvez m'expliquer c'est quoi cette annonce ? Ils ont fermé administrativement la fac parce qu'il n'y a pas eu de compromis entre l'administration et les étudiants en lutte. Et du coup, le président a décidé au bout de la 3e négociation de fermer la fac administrativement pour des raisons de sécurité qui sont fallacieuses. Okay. Et toi, tu es un étudiant du coup qui soutient le blocage et qui a participé à ce blocage-là ? Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez, entre étudiants bloqueurs, si on peut dire, de la décision de l'université de fermer le campus ? La décision, elle est basée sur la sécurité. Sauf qu'il doit y avoir genre 5 personnes dans les bâtiments, donc on peut leur dire de sortir et il n'y a plus de problème de sécurité. Donc c'est plutôt fallacieux. Et c'est eux qui font un petit peu la merde et qui décident de tuer la mobilisation aujourd'hui. Enfin, ils tentent, après elle ne va pas mourir, mais voilà. D'accord. Et du coup, les étudiants, ils vont faire quoi justement pour pallier à ça ? Ils vont s'organiser entre eux. Là, il y a une AG qui va se faire dans l'herbe et on verra bien ce qu'on fera les jours prochains. Une assemblée générale en plein air a ainsi commencé. Mais pour des raisons d'organisation, les étudiants se sont tous dirigés dans le gymnase pour la continuer. Ils étaient ainsi près de 500 à débattre sur le fond de la réforme des retraites, ainsi que sur les modalités de mobilisation. La reconduction du blocage perlé lors des prochaines dates de mobilisation nationale a été adoptée à la majorité. L'assemblée générale s'est terminée à midi. Les organisateurs considèrent ce blocage comme une réussite, car, malgré la fermeture administrative de la fac, les étudiants ont pu s'informer sur les réformes et participer à l'assemblée générale sans être pénalisés. Merci Florent. Pas de souci. Beau tour d'horizon quand même dans cette émission. Marcel, qu'est-ce que tu penses de ce son, de ces étudiants ? Des étudiants, ils ont... Ces journalistes en herbe, hein ? Je trouve qu'ils ont tout à fait raison. D'abord, les reportages sonores là qu'on a entendus sont très bons. Merci beaucoup. Ça, c'est un compliment, hein, croyez-moi. C'est vrai, c'est bon, voilà, on apprend quelque chose. S'il n'y a pas une info dedans, après, ça reste du blabla, quoi. Exact. Donc, moi, ce que je cherche dans un reportage, quel qu'il soit, écrit, parlé, sonore, c'est d'abord de l'info. Qui fait quoi, quand, où, comment, pourquoi. C'est le béaba. Voilà. C'est le béaba. C'est pourquoi je suis allé tendre mon micro à cette personne, ou pas, voilà. Donc, premier point, donc le OK pour le... Enfin, je trouve que les reportages et les trucs, moi j'apprends quelque chose, donc c'est bien. Et puis deuxièmement, je trouve sur le fond que les étudiants, pour le coup, ils ont raison. Ils ont vraiment raison de ne pas être d'accord avec ce qu'on leur propose, l'avenir qu'on leur dessine. Enfin, c'est d'une certaine façon, ils rejoignent la philosophie des Gilets jaunes, ils rejoignent la philosophie de tous ces gens qui en ont ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol de la façon de la mondialisation, de la façon dont ça se passe, quoi. Voilà. Et je crois qu'ils veulent prendre leur avenir en main, ils ont bien raison, et c'est à eux de le faire, parce que s'ils ne le font pas, personne ne le fera à leur place. Exact. Moi, j'ai toujours, c'est pas une solution, mais je pense toujours, mais nous, citoyens français, pour parler que de la France, on est des millions. Au gouvernement, ils sont combien à jouer avec nous comme ça ? Donc nous, dans la rue, on a du pouvoir quand même, du pouvoir de faire céder les choses. Jusque quand ? Il faut redéfinir la démocratie, alors. Oui, on définit. Début, hein. Non, c'est tout. Le peuple, il a élu quelqu'un pour le représenter, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Après, tu n'es pas d'accord. Et puis, bon, mais ça remonte pas à Macron. Élus, on ne peut pas le contester. Non, mais ça, c'est sûr, mais la mondialisation, c'est pas Macron, c'est bien avant, donc tout le monde le sait, ça. J'ai l'impression que c'est le magma qui a monté, tout d'un coup, Macron, il s'est fait arroser. Voilà. Non, c'est pas ça, c'est qu'il symbolise lui-même
Oui, symbolise en plus, oui. Il symbolise, oui. Il incarne la mondialisation. C'est ça. Un gars qui a fait l'ENA, c'est cette nouvelle génération d'intellectuels, de petits cons de 40 ans qui ont fait l'ENA, qui parlent anglais, qui ont fait un fric-frac sur la République, quoi. Il faut bien dire, appeler les choses par leur nom. Ils ont monté une petite start-up à Bercy quand ils étaient ou à la banque, et puis ils ont fait un casse sur la République. Ça a pris 6 mois. Ils ont foutu en l'air tout ce qu'on savait avant. La droite n'existe plus, la gauche n'existe plus. Un désastre, une véritable imposture. Et là, on est dans quelque chose de nouveau, complètement nouveau, et on a du mal à prendre nos marques. Oui, c'est ça. Une véritable imposture, ce Macron. Oui, là, on a du mal à prendre nos marques, effectivement. Puis on a l'impression de savoir comment tout ça va mal finir. C'est Sarkozy Sarkozy qui le dit. À propos de Macron, Sarkozy, pourtant, c'est un fin connaisseur de la fonction présidentielle. Ah, ça. Il dit, je cite, entre guillemets, le président est bien dans la merde et ça va mal finir. Et il dit ça dans le Gala. Voilà. Oh, tu lis Gala? Je lis tout. Ah bah ça, si. Tu lis tout? Ah oui, absolument. De la droite, de la gauche. Mais oui, il faut s'informer à des sources contradictoires. Sinon, complètement raison. Et ça, je le dis pour les étudiants. Si on ne s'informe pas à des sources contradictoires, on est dans l'idéologie pure et on nourrit ses propres certitudes. Tu as raison. Non. Donc il est dans la merde, ça va mal finir, on va s'arrêter là. C'est ce que dit Sarkozy. Donc on en sait comment. C'est ce que dit Monsieur Nicolas Sarkozy. C'est ce que dit que Monsieur Sarkozy, mais moi je pense exactement comme lui. Alcide, on se retrouve pour une autre émission. Là, tu seras comme inventeur. Oui. Inventeur, c'est sûr. Donc, je te remercie d'être revenu en tant que gilet jaune ce matin. Merci à vous. De toute façon, on se retrouvera autour de cette table pour en reparler. Marcel, merci. Marcel, tu nous avais rejoint l'année dernière en émission. Là, tu as trop de travail. Tu es parti sur d'autres écritures. Mais quand on demande à Marcel de venir soutenir, entre parenthèses, une émission, parce que j'aime bien t'avoir à mes côtés, tu es quand même journaliste d'investigation, ce que je ne suis pas. Je ne suis qu'animatrice radio. Enfin, un peu de boulot de journaliste quand même, enfin pas à ce point-là. Donc tu es toujours présent. Et ça, je te remercie en nom de RCN. Je remercie Mathieu, Roman et Florent. Merci. Florent, j'allais t'appeler Pierre, mais non. Tu as passé de fois, pas 2 fois. Merci de votre travail en tant que Mathieu, Roman, service civique, et toi, Florent, en tant que stagiaire. Tu n'auras pas perdu ton temps ici. Et vous allez continuer, tu restes encore un peu avec nous sur RCN. Oui, et puis je pense que je continuerai à passer de temps en temps. Oui. Ah quand tu veux. On a besoin de cette jeunesse comme ça, de journalistes qui apprennent le métier, puis tu vois, si tu as besoin de conseils... Le vieux journaliste, à Marseille, c'est ça, quoi. Marseille, notre Sampaï. Ça veut dire l'aîné, en fait. Merci beaucoup. Bon, on a un peu débordé sur les 55 minutes, mais ça en valait vraiment la peine. Merci d'avoir écouté ZEP. Faites, comment on dit sur Facebook, pas sur Facebook, faites réécouter cette émission. Je vais m'arranger pour faire circuler... Faire circuler l'émission, voilà, s'il vous plaît. Et puis, on remercie Bruno Lenner à la régie. Merci d'écouter RCN. Au revoir tout le monde, bye. Au revoir. Au revoir.